Bonjour à tous. Je vais vous entretenir du pluralisme juridique en Nouvelle-Calédonie, assimilationnisme ou différentialisme pour la sortie de l'accord de Nouméa. Tout d'abord, je voudrais remercier ces organisateurs de m'avoir convié à ce très beau colloque, même si le mode d'intervention rend l'exercice aussi difficile que frustrant, faute d'échanges possibles, à l'issue des propos que je vais tenir. Je remercie également l'Université Jean Moulin Lyon 3 de son accueil pour cet enregistrement. La question posée ici est celle du devenir du pluralisme juridique calédonien dans le cadre de la sortie de l'accord de Nouméa. Si les réflexions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie sont anciennes et nombreuses, en revanche, le devenir du pluralisme juridique calédonien est souvent peu évoqué, voire est complètement passé sous silence au profit des aspects institutionnels et régaliens des échéances de 2018. Cette question est pourtant, elle aussi, fondamentale, ne serait-ce que parce qu'elle touche à la définition même de la société du destin commun que l'accord de Nouméa appelle de ses vœux. Le droit privé, objet du pluralisme calédonien, est le droit du quotidien. Ce droit qui traduit en termes de régulation sociale quotidienne la culture, les valeurs, les mentalités d'une société. Il est l'expression juridique de l'identité culturelle d'une nation, d'un territoire, d'une communauté. Il peut aisément s'adapter à l'évolution de ce projet de société, notamment par la souplesse de notions et concepts qu'il utilise et qui donnent aux juges la capacité d'accompagner ces changements. Pour interroger ce devenir, seront mobilisées, à l'intérieur de l'ordre juridique de la Nouvelle-Calédonie, les deux tendances de la relation de l'État avec ses outre-mer. D'une part, l'assimilation politique et sa déclinaison juridique avec le principe de l'identité législative, propre des départements et régions d'outre-mer, régis par l'article 73 de la Constitution. D'autre part, la différenciation qui caractérise les autres formes d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, leur reconnaissant une certaine autonomie normative, tandis que le droit étatique est soumis au principe de la spécialité législative prévue par l'article 74 de la Constitution. Cette distinction, pour autant, n'est plus aussi rigide depuis que la loi du 28 mars 2003 donna à certains départements et régions d'outre-mer la possibilité de fixer eux-mêmes les règles applicables à leur territoire dans un nombre limité de matières. En amont de cette réforme, le président de la République de l'époque avait ainsi déclaré que, je cite, « l'heure des statuts uniformes est passée. Il n'y a plus aujourd'hui de formule unique qui réponde efficacement aux attentes variées des différentes collectivités d'outre-mer. Chacune d'entre elles doit être libre de définir, au sein de la République, le régime le plus conforme à ses aspirations et à ses besoins, sans se voir opposer un cadre rigide et identique. » De ce point de vue, la situation de la Nouvelle-Calédonie est, chacun le sait bien, on ne peut plus originale, lui valant son qualificatif de collectivité sui generis. Composée de multiples identités, elle est marquée par un pluralisme juridique extrêmement complexe, qu'il conviendra de rappeler brièvement afin de mesurer les voies possibles de son devenir dans le cadre de la sortie de l'accord de Nouméa. Ces voies, qui aux extrêmes s'opposent entre assimilationnisme et différentialisme, sont multiples dès lors qu'est acquise la conviction que le modèle unique n'est pas viable, appelant une gestion pluraliste et équilibrée du pluralisme juridique calédonien. Dans un premier temps, on rappellera donc la complexité actuelle du pluralisme juridique calédonien à l'aube de la sortie de l'accord de Nouméa. Donc je ferai ça très brièvement, partant de l'idée que tout cela est bien connu. Ce pluralisme juridique, il est complexe à trois titres. En termes de sources, tout d'abord, avec trois normes de types différentes qui s'appliquent. Le droit étatique, des normes d'application immédiate, mais également des normes soumises aux principes de spécialité législative. Il y a également un droit calédonien écrit, celui qui provient des transferts des compétences déjà accordées à la Nouvelle-Calédonie, avec les lois du pays et des libérations. Et enfin, la coutume kanak et le droit coutumier. Ce pluralisme juridique, il est également complexe en termes de répartition des compétences. Une compétence normative partagée entre le Parlement et les institutions locales, à l'image par exemple du droit des étrangers ou du droit pénal accessoire, mais également donc une compétence partagée entre le Congrès, par exemple pour le droit civil, le droit du travail, et les provinces en droit de l'environnement. Une coutume également qui n'est pas unifiée au niveau du territoire. La charte du peuple kanak exprime des valeurs communes, mais il peut y avoir des coutumes différentes en fonction des 8 aires coutumières, voire des clans dont parfois il est demandé avis sur des événements coutumiers. La compétence en matière coutumière est également partagée entre le Congrès, les institutions et les autorités coutumières. Le Congrès est compétent pour prendre des lois du pays relatives au statut civil coutumier, aux terres coutumières, alors que les autorités coutumières sont compétentes pour définir le contenu même de la coutume.
Enfin, une complexité en termes d'articulation des normes, à la fois une articulation hiérarchique en termes de hiérarchie des normes, avec des dérogations possibles aux valeurs constitutionnelles permises par l'accord de Nouméa, mais également des droits et libertés fondamentaux qui s'appliquent sur ce territoire sous réserve des spécificités locales. Et enfin, une articulation spatiale difficile, avec des conflits internes de normes de nature territoriale entre le droit de l'État et le droit calédonien écrit, mais également des conflits internes de normes dits interpersonnels entre le statut civil coutumier et le statut civil de droit commun. Pour autant, on note une absence totale de règles de conflit de normes actuellement. Dans un deuxième temps, donc, nous interrogerons sur le devenir de ce pluralisme juridique à l'issue de l'accord de Nouméa. Parce que la réflexion sur l'avenir institutionnel est évidemment l'occasion de s'interroger sur le devenir de ce pluralisme juridique calédonien en essayant de le rendre moins complexe. Deux tendances donc s'affrontent et qui découlent des travaux publiés et des débats engagés parfois sur la question. Ces deux tendances, qui sont souvent présentées ou vues comme étant alternatives dans la mesure où elles conduisent à des résultats radicalement différents, nous semblent néanmoins complémentaires dès lors qu'est admis que le pluralisme juridique de la Nouvelle-Calédonie est d'une part inéluctable et qu'il appelle une gestion elle-même méthodologiquement pluraliste. Nous avons donc tout d'abord deux tendances a priori alternatives. Tout d'abord, une tendance assimilationniste qui va vers l'idée d'un droit unitaire du destin commun. Cette première tendance, donc, peut être qualifiée d'assimilationniste et répond du principe de l'assimilation politique et de son pendant juridique, l'identité législative. Appliquée à la Nouvelle-Calédonie, elle tente à unifier le droit calédonien, à sortir du pluralisme juridique, au moins au niveau des sources locales. Au regard de la complexité du pluralisme juridique actuel, une telle unité serait un avantage pratique indéniable en termes de compréhension et d'accessibilité de la norme. Pour ses promoteurs, l'unité irait également dans le sens de l'histoire de l'évolution de la Nouvelle-Calédonie et d'une nation calédonienne du destin commun voulu par l'accord de Nouméa. Le transfert du droit civil en 2013 a relancé cette réflexion assimilationniste. Plus que les autres, ce transfert cristallisa en effet l'attention quant à cette réflexion sur le pluralisme juridique et son devenir. D'un point de vue théorique, le droit civil calédonien a sans aucun doute vocation, dans l'esprit de l'accord de Nouméa et de la loi organique, à devenir le droit commun de la Nouvelle-Calédonie, même si les textes actuels ne garantissent pas qu'il le soit réellement. Dès lors, il peut sembler que l'unité du droit privé calédonien passe par celle du droit civil calédonien. Ce d'autant que c'est en ce domaine que le pluralisme juridique de la Nouvelle-Calédonie est le plus marqué, avec la concurrence entre le droit dit commun et le droit coutumier. D'un point de vue pratique, une telle unité serait évidemment gage de simplicité. L'assimilation postule donc à l'unité du droit calédonien. De fait, cette unité du droit calédonien existe pour les matières de droit privé dont la compétence est exercée par le Congrès. Ainsi, le droit du travail, qui repose sur des enjeux propres à la Nouvelle-Calédonie, s'applique, quel que soit le statut personnel des parties, sans concurrence de la coutume, à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient. Il en va de même pour le droit commercial. Pour l'avenir, cette tendance appelle à l'unité du droit civil calédonien, c'est-à-dire un droit applicable à chacun, quel que soit son statut personnel, calédonien ou coutumier. Outre les arguments généraux déjà cités, les tenants de la tendance assimilationniste justifient également cette nécessaire unité du droit civil sur l'incapacité, voire l'illégitimité de la coutume à gérer l'ensemble du droit civil, comme le prévoit l'article 7 de la loi organique et la Cour de cassation. Ce débat, on le sait, est récurrent, en particulier s'agissant des intérêts civils. La seconde tendance est une tendance différentialiste, et donc qui postule à des droits identitaires. Elle repose sur le constat, qui n'est guère plus discutable, que la Nouvelle-Calédonie est composée de plusieurs identités vivant ensemble, reconnues juridiquement à égalité les unes des autres. Elle a pour objectif de parvenir à deux ordres juridiques coexistant à égalité en Nouvelle-Calédonie. L'ordre juridique calédonien, écrit, étant déjà acté par le biais des transferts des compétences normatives exercées par le Congrès et les assemblées provinciales, l'ordre juridique à consacrer est celui, ici, de droit coutumier. C'est en particulier cette conception qui semble défendue par la charte du peuple kanak. Lors de son adoption, il est ainsi proclamé que, je cite, « La charte assoit le droit coutumier kanak dans le champ juridique de la Nouvelle-Calédonie et de l'État français. Elle est le fondement d'un système juridique de droit coutumier qui pourra coexister avec des passerelles avec le système juridique de droit commun. » Promue par l'accord de Nouméa, l'identité kanak s'exprime juridiquement, on le sait, de plusieurs façons.
par une reconnaissance institutionnelle avec le Sénat coutumier et les conseils coutumiers, par la reconnaissance des autorités coutumières, grands chefs de district, clans et chefs de clan notamment, enfin par la reconnaissance du statut civil coutumier et de la juridicité de la coutume kanak en matière de droit civil. Au-delà, cette tendance différentialiste a pour objectif d'augmenter la place de la coutume dans le corpus normatif contemporain de la Nouvelle-Calédonie. C'est ce que montre le schéma du pluralisme juridique coopératif et équilibré proposé dans la charte du peuple kanak. La coutume, dans cette vision, n'entend plus être cantonnée au seul droit civil. Le droit à la conquête est ici juridique et découle sans doute d'une revendication autochtoniste. Appliqué à plein, il y aurait alors deux ordres juridiques complets, l'un calédonien, l'autre coutumier. Opposées dans leurs résultats et donc alternatives dès lors qu'elles sont comprises de façon absolue, ces deux tendances appliquées à la Nouvelle-Calédonie apparaissent au contraire complémentaires. Deux tendances donc qui semblent complémentaires. Cela a été vu en introduction. Une distinction tranchée entre assimilation politique et unité législative d'un côté, différenciation et spécialité normative de l'autre, n'a plus véritablement de sens au niveau des Outre-mer. Elle n'en a pas non plus dans le cadre plus étroit de la Nouvelle-Calédonie. Au-delà du fait que le pluralisme juridique actuel de la Nouvelle-Calédonie répond autant à une assimilation qu'à une différenciation des droits, une assimilation complète serait tout simplement inconstitutionnelle, alors qu'une différenciation nette serait largement inopportune. Les raisons en sont relativement simples. Une assimilation complète se ferait assurément au détriment de l'identité kanak. Ainsi, lorsqu'un rapport présenté devant le Congrès en 2012 propose de créer un droit civil calédonien mixte, commun à tous, quel que soit son statut personnel, puisant son inspiration autant dans le droit civil que dans la coutume kanak, mais unique dans sa structure, on perçoit rapidement que malgré l'affirmation plusieurs fois répétée que ce droit civil se construira de façon équilibrée, en puisant dans ce qu'il y a de plus adéquat dans chacun des statuts, l'inspiration sera de fait profondément inégale, et elle est d'ailleurs souvent présentée comme telle, tant sont mis en confrontation les défauts supposés de la coutume face aux qualités du droit civil. On peut craindre dès lors que sous couvert d'intégration de la coutume, ce soit en réalité sa disparition de la scène juridique qui se produise. Le cas du statut local mahorais le montre. À la suite de plusieurs lois d'assimilation progressive, tendant à rendre compatible le droit mahorais avec l'ordre public étatique, puis dans le cadre de la départementalisation de Mayotte, parachevant l'assimilation politique, le statut local mahorais a progressivement été vidé de sa substance pour devenir aujourd'hui un statut local fantôme. En ce sens, une assimilation complète serait en réalité contraire à la recherche du destin commun tel qu'il est envisagé par l'accord de Nouméa. La définition d'une identité commune ne peut en effet être le résultat d'une substitution d'une identité par une autre. L'identité partagée ne peut se construire en effet sur le tombeau des identités communautaires, en particulier de l'identité kanak, dont la reconnaissance constitutionnelle est garantie par l'irréversibilité des acquis de l'accord de Nouméa. L'identité calédonienne du destin commun doit sans aucun doute être recherchée dans la voie d'une identité en partage, mais qui n'efface pas l'identité propre aux communautés qui composent la société calédonienne. Dans le même sens, la différenciation juridique complète de l'identité kanak par la création d'un ordre juridique coutumier à part entière, régissant l'ensemble du comportement social des personnes de statut coutumier et des terres coutumières, serait inopportune. Cela ne tient pas au doute quant à la capacité de la coutume à appréhender et réguler la totalité des rapports sociaux, même si la question se pose nécessairement. Cette différenciation serait inopportune dans la mesure où elle irait à rebours de l'histoire, créant une sorte d'apartheid juridique ayant cours de façon générale à l'époque coloniale, et ravivant cette pratique révolue des juridictions étatiques, refusant d'appliquer la coutume, invitant les intéressés soit à renoncer à leur statut personnel particulier, soit à saisir leurs autorités coutumières pour le règlement de leurs différends. Cette différenciation va également à rebours de l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et la recherche du destin commun. Si l'on peut évidemment donner de multiples sens à ce destin commun, il signifie sans doute à minima que les identités particulières qui composent la Nouvelle-Calédonie ne demeurent pas cloisonnées, étanches l'une à l'égard de l'autre. Pour autant, la manière d'envisager le pluralisme juridique calédonien doit évoluer à la faveur de la sortie de l'accord de Nouméa, en puisant de façon équilibrée dans ces deux tendances. Ces deux tendances donc sont complémentaires. Le pluralisme juridique tel qu'il est conçu actuellement ne répond qu'imparfaitement à cette complémentarité.
L'impression, en effet, est que ces deux tendances se retrouvent en Nouvelle-Calédonie, mais chacune avec son propre objet. Au droit calédonien écrit non civil, l'assimilation politique et l'unité législative, du fait de l'absence quasi complète de référence à l'identité kanak. Au droit civil, la différenciation, étanche et cloisonnée. Ainsi, le droit calédonien privé, hormis évidemment celui qui relève du droit de la coutume, est actuellement créé, le plus souvent, dans l'ignorance de l'identité kanak. Une recherche par mots-clés dans les codes et lois du pays relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et accessible sur la base de données juridoc permet de s'en convaincre. Ainsi, le mot « coutume » n'est-il jamais utilisé par le Code du travail de Nouvelle-Calédonie et le mot « coutumier » n'apparaît qu'une seule fois. Quant au droit coutumier, il ne peut s'appliquer à une personne qui n'est pas de statut civil coutumier. Plusieurs outils méthodologiques permettraient de mettre en œuvre cette complémentarité dans le cadre d'une gestion pluraliste du pluralisme juridique calédonien. De façon générale, l'identité kanak devrait davantage être prise en considération lors de la création de la norme calédonienne, et ce, même pour celles qui n'ont pas pour objet direct le statut civil coutumier ou les terres coutumières. La question, notamment, s'est posée à propos de la loi du pays de 2002 sur le domaine public maritime. De fait, une telle prise en considération supposera de modifier, dans le sens d'un renforcement, le rôle du Sénat coutumier, en rendant sa saisine obligatoire dans les domaines où l'identité kanak est directement concernée ou que la zone touchée est celle d'influence coutumière, en la rendant ensuite facultative pour d'autres domaines où la coutume est moins impactée. Une telle prise en considération de la coutume est également possible via les outils fondamentaux de l'ordre juridique, tels que le contrat, ou encore les notions à contenu variable, telles que l'ordre public, les bonnes mœurs ou l'intérêt. Elle le peut en droit du travail, par exemple, via ses sources souvent négociées, contrats et conventions collectives. Le droit commercial également peut aisément accueillir des aspects coutumiers du fait de la place reconnue aux usages. En droit pénal, pourtant d'ordre public et d'interprétation stricte, des aspects coutumiers peuvent être pris en considération pour, par exemple, apprécier les éléments constitutifs de l'infraction, faute, gravité, cause d'irresponsabilité, au regard du contexte coutumier dans lequel l'individu a agi. Le droit des contrats offre également une grande latitude aux parties pour intégrer dans la loi contractuelle des éléments tirés de la coutume. Le droit unitaire est ici le même pour tous, mais il peut, ponctuellement, prendre en considération la différence statutaire de la personne concernée pour lui appliquer des aspects qui découlent de ce statut. Le droit écrit, qu'il soit de source calédonienne ou étatique, ne peut en effet vivre en totale autarcie et s'abstraire, comme c'est le cas actuellement, de la dimension identitaire de la situation. Une complémentarité plus grande, pouvant tendre vers une identité normative substantielle, pourrait également résider dans la création d'un droit véritablement commun. Ce droit, que l'on peut nommer droit bétissé ou droit mixte, s'entend d'un droit composé de règles substantielles communes à tous, quel que soit le statut personnel des intéressés ou de la dimension identitaire. Il est évidemment un droit unitaire en ce qu'il participe d'une identité normative, mais il va plus loin en ce qu'il réalise une synthèse des droits particuliers, là où le droit simplement unitaire ne prend en considération des aspects identitaires que de façon ponctuelle, par renvoi à la norme identitaire et de façon limitée à la situation ou à la personne concernée par cette identité. Ce droit métissé, on l'aura compris, suppose que des aspects de la coutume kanak intègrent directement le droit écrit et qu'il puisse dès lors s'appliquer à des personnes ou des situations qui intrinsèquement ne relèvent pas de la coutume. Ceci étant, l'entreprise suppose ici de redéfinir le rôle respectif du Congrès et des institutions coutumières afin d'assurer un équilibre dans cette recherche d'un droit commun, faisant part égale aux identités dont il est censé devenir l'expression juridique. Elle suppose également de concevoir que des points de convergence sont possibles entre des identités en présence et que de cette rencontre, de cette convergence, puisse naître un droit commun. Cette convergence est sans aucun doute possible sur de grandes valeurs traditionnellement considérées comme universellement reconnues. C'est ce qu'a initié la dernière mission sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie avec la rédaction d'un pré-projet de charte des valeurs communes. Ce faisant, cette rencontre autour de grandes valeurs communes pourrait donner lieu à la consécration d'un ordre public de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire un ensemble de principes de justice universelle considérés dans l'opinion calédonienne comme doués de valeur absolue, dont le contenu emprunterait autant à un ordre public calédonien non kanak qu'à un ordre public coutumier. Ce droit métissé pourrait également trouver un terrain d'application pour des matières ou des questions d'intérêt commun. Ce pourrait être le cas notamment en droit de l'environnement. De fait,
Le Code de l'environnement de la province des îles Loyauté est souvent présenté comme étant du droit métissé, dans la mesure où il combine des notions de droit de l'environnement classique et de la coutume. Ainsi, son article 110-3 prévoit que, je cite, « certains éléments de la nature pourront se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres », renvoyant ici au concept de terre-personne, défendu notamment par Régis Lafargue. Un tel métissage supposerait de définir ainsi la notion même d'environnement, pour y inclure, par exemple, l'idée du préjudice civilisationnel. Excusez-moi. Néanmoins, encore une fois, une telle entreprise suppose de redéfinir la répartition des compétences normatives entre les institutions calédoniennes et coutumières. D'une part, en droit de l'environnement, l'éclatement de la compétence entre les droits provinces n'a guère de sens, dans la mesure où cette matière relève d'enjeux qui dépassent l'identité propre de chaque province et qui s'inscrivent dans une dimension pays. D'autre part, une harmonisation juridique entre le droit commun et le coutumier, reposant sur l'idée du destin commun, n'a de sens que si elle s'exerce au niveau pays. Dans ce cadre, l'effectivité du droit métissé supposerait que le Congrès acquiert cette compétence en droit de l'environnement. Ainsi, la reconnaissance de la personnalité juridique des éléments de la nature ne pourra se faire, comme l'indique d'ailleurs l'article 110-3 précité, que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lesquelles dépendent du Congrès. L'Assemblée provinciale n'a en effet pas compétence pour octroyer la personnalité juridique à ce qui n'est pas une personne. Elle n'est pas compétente non plus pour écrire la coutume, fût-ce dans son domaine de compétence en droit de l'environnement. En ce sens, l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie devrait également être l'occasion d'une simplification de la compétence normative. En conclusion, on pourra dire que le pluralisme des identités et partant des droits en Nouvelle-Calédonie suppose de redéfinir autant la place reconnue à chacune d'elles que la manière dont les droits qui en sont la conséquence peuvent s'articuler entre eux. Le pluralisme juridique calédonien et les conflits de culture qu'il peut entraîner appellent un traitement équilibré, notamment par l'exploitation du pluralisme des méthodes qu'offre le droit international privé. Les travaux qui ces dernières années ont été publiés sur la question le montrent. Aucune des deux voies classiques, assimilation ou différenciation, ne permet de résoudre efficacement le pluralisme juridique calédonien. La voie de l'unité ou de l'assimilation, si elle est possible dans la recherche de grandes valeurs communes, échouera dans sa quête d'uniformité. La voie de la différenciation, régie par des règles de conflit interne de normes, ne peut complètement répondre aux enjeux du destin commun. D'autres voies méthodologiques méritent ainsi d'être explorées. Jean Giraudoux, dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, faisait dire à Hector, je cite, « Le droit est la plus belle école de l'imagination ». La manière dont le droit a su traduire la situation calédonienne le montre bien. Mais il y a ici, plus qu'ailleurs sans doute, encore beaucoup à imaginer. Et ce, si possible, sans trop tomber dans le travers qu'Hector et non juste après. Je cite, « Jamais un poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité. » La réalité, c'est-à-dire ici la diversité des identités et des cultures réunies autour d'une identité commune, s'impose aussi au droit. Et c'est sans doute par la recherche d'un équilibre entre ces différentes méthodes de régulation que sera préservé l'équilibre des identités dans le destin commun. Je vous remercie et je vous souhaite de fructueux échanges, regrettant encore une fois de ne pouvoir y prendre part directement.